Donc, vous allez voir que j'ai essayé de traiter le sujet en essayant de partir sur des questions successives, hein, c'est-à-dire partir d'abord du SCA compliqué d'AVC, et puis après me poser la question inverse, c'est-à-dire que est-ce que un patient qui présente un AVC comme phénomène initial peut avoir et dans quelle situation un événement ischémique coronaire. Et donc, du coup, je me suis également posé la question de l'intervention éventuellement de la thérapeutique, éventuellement pour prévenir ce risque, mais également pour expliquer peut-être une partie du risque, par exemple un cathétérisme artériel avec un geste interventionnel chez un patient qui a un SCA, expose le patient à un risque également d'événement ischémique cérébral. Et enfin, dans mon introduction, vous verrez, j'ai essayé de placer le spectre de la fibrillation atriale quelque part dans tout ça. Donc vous allez voir comment je m'en suis sorti. Ça n'a pas été simple. Vous savez, quand Gilles me donne un libellé de topo, je me méfie, car je ne sais pas combien il y a d'entrées dans la question. Donc j'espère que je vais pouvoir répondre à la question initiale. Alors je vais commencer par un tableau un peu synoptique que j'ai eu du mal à construire, mais je pense que chacun d'entre vous va y trouver quelque chose quand on veut comparer les deux profils donc, de ces deux pathologies, c'est-à-dire le SCA compliqué de stroke et l'inverse. Vous allez voir que parfois on a du mal vraiment à les distinguer, à la fois en termes de présentation clinique. Je vais vous parler également du problème diagnostique, hein, mais également pour le pronostic, puisqu'on imagine bien que les patients présentant un événement coronaire aigu sont exposés à un risque qui n'est pas très différent. Donc voilà mon tableau qui arrive. Donc vous voyez, c'est un peu les deux entités. Vous voyez, j'ai essayé de vous présenter successivement les facteurs de risque, la prévalence, les modalités diagnostiques, les facteurs de prédisposition et puis les événements, avec les risques éventuels. Et donc, si vous voulez bien, je vais commencer par d'abord le SCA compliqué d'un événement ischémique. Et vous voyez, je vais énumérer devant vous ce que j'ai appelé les facteurs prédictifs de l'AVC post-SCA. Puis après, je vais discuter avec vous la balance entre le déterminisme de la dysfonction systolique VG et de la thrombose VG. Puis après, vous allez voir, je vais essayer d'insérer le problème de la fibrillation atriale. D'abord, un premier élément que j'ai découvert en préparant ce topo, je me suis rendu compte, et là bien sûr je me suis beaucoup basé sur les registres des Européens du Nord, les Danois et les Suédois, que le risque de présenter donc un événement cérébrovasculaire au décours d'un infarctus était bien sûr particulièrement prévalent et fréquent au décours immédiat d'un infarctus jusqu'à J30, mais voyez que ce risque perdure au-delà donc de la phase, on va dire, subaiguë d'infarctus, vous voyez, jusqu'à 1 an, et au-delà à 30 ans. Cela concerne donc les infarctus ischémiques, mais ça concerne également les hémorragies intracérébrales. Vous voyez qu'il y a un surrisque initial pendant les 30 premiers jours, lié entre autres à l'événement initial, mais également au traitement peut-être interventionnel ou antithrombotique, et que ce risque diminue de façon drastique, en revanche, au-delà de J30 et devient quasi, entre guillemets, équivalent à la référence au décours de la première année. Donc vous voyez, il y a une asymétrie dans l'expression clinique de l'événement ischémique cérébral qui perdure au-delà de la première année, alors que lorsqu'il est hémorragique, il disparaît. Alors, est-ce qu'il y a des prédicteurs du risque d'infarctus cérébral? Donc j'ai pris cette étude, mais j'aurais pu en prendre d'autres, elle est française. Vous voyez que les prédicteurs en multivariés sont le sexe féminin, l'antécédent d'AVC, et la survenue d'une fibrillation atriale. Donc vous voyez qu'on retrouve d'emblée au début de mon exposé les deux éléments de ce couple un peu indissociables que sont le risque d'AVC et la fibrillation atriale. Et puis il y a des facteurs protecteurs que sont l'absence de dysfonction systolique VG et le traitement antiplaquettaire. Quand on regarde maintenant les prédicteurs des hémorragies, vous voyez que là on retrouve l'âge, l'antécédent d'insuffisance rénale et de façon accessoire la thrombolyse, mais ça, on s'y attendait. Donc, si vous voulez bien, à partir de maintenant, dans mon exposé, je vais faire l'impasse sur les AVC hémorragiques pour me concentrer sur les éléments ischémiques cérébraux.
Alors, deuxième question que je me suis posée, c'est qu'une fois que ce registre danois ou suédois a mis en évidence ce surrisque d'événements cérébrovasculaires au décours d'un SCA, en particulier un STEMI, est-ce qu'il y a des prédicteurs différents selon la période où survient l'AVC? Vous voyez, entre J0 et J30 d'une part, et d'autre part jusqu'à 1 an. Donc je vous ai mis en rose les prédicteurs positifs et en vert les entre guillemets protecteurs. Vous voyez qu'on retrouve les mêmes mots-clés que sont l'âge, l'antécédent d'AVC, le diabète, la fibrillation atriale, les signes d'insuffisance cardiaque et le ST+. Et puis on retrouve toujours les mêmes facteurs protecteurs que sont la revascularisation au sens large et le traitement antithrombotique. Et donc du coup, vous voyez comme on a fait émerger cette notion d'un risque d'AVC lié, entre autres, aux facteurs de risque cardiovasculaire et à l'AFA. Vous voyez que le score CHA2-VASc est un excellent prédicteur du risque d'AVC au décours d'un infarctus du myocarde, indépendamment, bien sûr, du rythme cardiaque. On retrouve cette notion que vous aviez en tête, qui est que le score CHA2 ou CHA2-VASc est un excellent intégrateur du risque et donc un excellent prédicteur du risque ischémique, mais également hémorragique. Alors du coup, est-ce que la dysfonction systolique ventriculaire gauche pourrait être le facteur explicatif? Au décours d'un SCA avec dysfonction VG, le patient est exposé à un surrisque d'AVC. Donc là, je ne me suis pas trop embêté. J'ai repris une revue de la littérature de Fayez-Zalad, donc les 4 études que vous connaissez, Capricorne, Optimal, Valiant et Ephesus, un peu moins de 23 000 patients. Critères de jugement, donc celui qui nous intéresse, le stroke et les décès. Et vous voyez que 3% des patients ont présenté un AVC. Vous voyez, je m'éloigne un petit peu de mon sujet, mais quand même, ce sont des patients qui ont eu un infarctus et qui n'ont pas de fibrillation atriale. C'était important pour moi, à ce stade de mon exposé, de bien insister sur ce point, afin que vous ne confondiez pas en permanence la complication du SCAQ et l'AFA comme facteur explicatif de l'AVC, car le seul infarctus sans FA, avec ou sans dysfonction VG, peut expliquer la survenue de l'AVC. Et là, il y a un score, un N plus 1000 IM score, qui permet donc, vous voyez que c'est un score qui se calcule sur 11, et vous voyez que ça prend en considération l'âge, en particulier les âges extrêmes, l'antécédent d'AVC, décidément, la fonction rénale, pour faire plaisir à Yves, la présence d'une hypertension artérielle et le stade Killip. Et vous voyez que dès qu'un patient a un score au-delà de 3, par exemple plus de 75 ans, ou par exemple antécédent d'AVC, il a un risque de présenter donc un stroke qui est équivalent à un patient en fibrillation atriale. Donc vous voyez qu'on retrouve cette notion que, indépendamment de la complication du SCAQ et l'AFA, le SCA, lorsqu'il est associé à ce risque, avec ce profil clinique que je vous décris, est associé à un surrisque d'AVC. Alors du coup, sincèrement, la thrombose VG n'est pas un artefact, on ne va pas exagérer, mais vous voyez que la prévalence de la thrombose a été réduite de façon drastique dans le temps. Vous voyez, entre les années 75, Gilles, c'était à peu près à ce moment-là qu'on s'est retrouvé à l'email Brévan, et puis à aujourd'hui, j'espère qu'on sera encore là tous les deux en 2020, le risque ou plutôt la prévalence de la thrombose VG a été réduite, eu égard bien sûr à l'interventionnel, eu égard également au remodelage corrigé, donc reverse, au travers donc, de l'utilisation des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, mais également les traitements antithrombotiques. Alors du coup, je savais que Gilles m'attendait sur une critique de l'échographie cardiaque par voie transthoracique. Donc là voilà Gilles, l'échographie fait mal, sensibilité médiocre. Donc je t'ai mis l'orange le moins mauvais que j'ai trouvé dans la littérature, dans ce papier qui m'a sauvé la vie hier soir tard. Vous voyez que la spécificité reste excellente et puis que l'échographie de contraste, je vais vous montrer un exemple, améliore cette sensibilité, mais qui l'a fait de façon systématique. Le TO, c'est un échec pour la thrombose VG, donc ce n'est pas la peine de perdre votre temps. Et puis bien sûr, l'IRM a émergé comme étant la technique de référence. Alors, bien sûr, on peut discuter jusqu'à la fin des temps la place relative. Vous voyez, malheureusement, ce n'est pas le bon topo que j'ai ouvert, mais peu importe. Je vous montrerai, si vous avez le temps, les images. On ne va pas gloser sur le fait que non, on ne voit pas un certain nombre de thrombus VG à l'échographie transthoracique faite rapidement, en particulier les thrombus ultra récents, hypoéchogènes de petite qualité, de petite taille, dans des petites cavités. Et on voit les gros thrombus, c'est ce que je vous avais mis à partir de la sélection de Laurie tout à l'heure. Alors il reste un dernier point, mais je vous rassure, après je vais aller beaucoup plus vite. Un dernier point sur
ces événements cérébrovasculaires au décours d'un SCA, c'est la fibrillation atriale. Donc cette fibrillation atriale ne résume pas, vous l'avez compris, le risque thromboembolique artériel. Donc j'ai pris cette étude ici, vous voyez, vous reconnaissez Karim Stamboul de l'équipe de Dijon, où ils ont pris donc un peu moins de 1300 patients ayant un infarctus aigu. Et puis vous voyez qu'ils les ont monitorés sur 48 heures de façon, on va dire, assez systématique. Vous voyez quand même, il y a beaucoup de patients qui ont été exclus chemin faisant. Un certain nombre de patients ont été perdus de vue car décédés. Et puis vous voyez, parmi les survivants, il y en a 106 qui ont présenté un épisode asymptomatique silencieux et 32 un épisode symptomatique. Oui, parce que c'était important pour l'équipe d'Yves Cotin de regarder l'éventuel gradient de risque qu'il y avait en fonction de l'expression clinique ou non de l'AFA. C'est pour ça qu'ils l'ont présenté comme cela. Et puis il y avait donc un peu moins de 600 patients qui n'avaient pas fait de FA. Donc vous voyez la confirmation. D'une part, il y a un surrisque d'événements dans le post-infarctus lorsqu'il y a un épisode de fibrillation atriale, qu'elle soit silencieuse ou symptomatique, mais que vraiment vous retrouvez que ce sont les FA symptomatiques qui sont exposés à un surrisque, en particulier de décès cardiovasculaire, mais quand même, l'AFA silencieuse, asymptomatique, donc détectée par ce Holter entre guillemets sur 48 heures ou ce monitorage si vous préférez, explique le surrisque avec une définition, on va dire, assez universelle maintenant. C'est une durée supérieure à 30 secondes. Alors du coup, j'ai regardé dans un travail complémentaire à partir de la même série, de la même équipe, si on pouvait essayer d'avoir des prédicteurs différentiels de l'AFA silencieuse par rapport à l'AFA symptomatique. Bon, d'abord, la confirmation que le surrisque est celui que je vous ai décrit dans cette série étendue. Et puis là, vous voyez, il a regardé deux choses. D'une part, l'influence de la morphologie, en particulier la taille de l'oreillette gauche et le niveau de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Et vous voyez que la fraction d'éjection est plus basse chez les patients qui ont des FA symptomatiques, d'une part, et d'autre part, la taille de l'oreillette gauche est plus importante comparativement aux FA silencieuses et a fortiori à l'absence de FA. Et deuxièmement, les prédicteurs donc, de la FA silencieuse sont l'antécédent de FA, l'âge et la taille de l'oreillette gauche, mais pour la FA symptomatique, vous voyez, il s'ajoute à ces trois prédicteurs également la dysfonction systolique VG et la fréquence cardiaque. Donc vous voyez que on voit bien que c'est une expression unique d'une même maladie, mais probablement avec un risque qui n'est pas tout à fait identique pour des raisons assez complexes à expliquer, mais probablement lié en grande partie à la sévérité de la dysfonction systolique VG. L'AFA symptomatique est associée à un surrisque. Donc vous voyez, maintenant, ça va aller beaucoup plus vite. Je vais donc maintenant traiter le sujet à l'inverse. Est-ce qu'il y a un risque d'événement coronaire aigu chez un patient qui entre pour un AVC? Donc on en voit avec l'équipe de Sonia Alamovic. Donc en fait, je ne vais pas répondre à un certain nombre de questions que je vais laisser pour la discussion. Chez ces patients-là, post-AVC, donc vous voyez que le taux de prévalence est de 1 à 2% quand même. 1%, on va voir les chiffres après un geste percutané coronaire. Je vais vous donner quelques chiffres dans un instant. À quel moment faut-il faire l'angiographie coronaire? Précoce, ultra précoce? Je vais proposer un algorithme que j'ai emprunté à Gabriel Steg. Bon, les prédicteurs, je fais l'impasse parce que vous avez compris qu'il n'y avait pas beaucoup de différence dans le profil des patients, quel que soit le mode d'expression de la maladie athéromateuse, et les événements sont à peu près les mêmes. Alors, quelques chiffres rapidement. Quelle est la fréquence donc de ce phénomène, c'est-à-dire un infarctus compliquant un AVC aigu? Donc vous voyez, c'est autour de 1%, avec dans la série la plus récente entre 0,3 et 1,2% en fonction du mode d'expression clinique de l'AVC versus l'AIT, d'une part, et d'autre part, vous voyez qu'il y a une surmortalité chez les patients qui présentent un infarctus au décours d'un AVC. Donc deux notions importantes, alors même que je n'ai pas bien défini les modalités de prise en charge. Et puis, un petit clin d'œil au passage, j'ai fait l'impasse sur la partie électrocardiographie qui est complexe à interpréter au décours d'un AVC. Vous le savez, il y a des troubles de la polarisation aspécifiques au décours d'un AVC ischémique ou hémorragique qui rendent complexe l'interprétation ischémique, entre guillemets, de ces électrocardiogrammes. Mais c'est pareil pour la troponine. Elle est difficile à interpréter au décours d'un AVC car elle s'élève dans une proportion assez élevée de cas. Et vous voyez que, en gros, comme la troponine est dosée à l'admission et qu'il n'y a pas de mesure sériée, il n'y a pas vraiment de données très solides permettant d'établir le diagnostic d'infarctus
à la phase aiguë d'un AVC sur la seule valeur de la troponine, puisqu'on vient de dire que l'électron n'était pas diagnostique. Enfin, je vais terminer là-dessus, je vais faire l'impasse sur les antithrombotiques pour respecter mon temps de parole. Donc ça, c'est un clin d'œil pour Gilles, et assez souvent on est amenés tous les deux à controverser dans les congrès autour de ce thème, et je pense que ça va continuer un certain temps, du moins je l'espère. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'événements cérébrovasculaires au décours d'un cathétérisme? Donc là, j'ai choisi de vous faire 3 diapositives pour bien que vous voyez l'étendue du paysage. Donc là, je vous ai montré le taux d'événements cérébrovasculaires silencieux, c'est-à-dire détecté par une IRM ou un scanner, et le taux d'AVC clinique chez des patients qui ont donc eu un cathétérisme artériel, pas forcément pour un SCA, je le reconnais. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'événement clinique cérébrovasculaire, il y a dans 20% des cas à peu près des signaux en IRM qui traduisent le phénomène embolique. Mais ça n'a rien à voir avec le TAVI, par exemple. Vous voyez, je vous montre ici les mêmes chiffres avec le même mode de présentation au décours d'un TAVI. Vous voyez que les AVC, entre guillemets, silencieux, ou les IRM pathologiques au décours d'un geste par TAVI, c'est 2/3 des patients, pour ne pas dire plus. Et le taux d'événement clinique, bien sûr, il a encore réduit, il est autour de 2% dans les séries récentes, mais vous voyez, dans cette revue de la littérature un peu plus ancienne, il était autour de 4%. Et au décours, je termine cette longue énumération, au décours d'une isolation veineuse pulmonaire pour traitement d'une FA, vous voyez que le taux d'événements silencieux cérébrovasculaires est autour de 15-20%, alors que le taux d'événements cliniques varie en fonction, je pense, à la fois de la procédure, de la littérature, de l'opérateur, de l'endroit où il se situe dans sa courbe d'apprentissage. Et puis, clin d'œil pour Yves, et je termine les clins d'œil parce que je vais finir par ne plus rien voir. Événement cardiaque, ischémique, au décours d'un geste d'artérectomie carotide avec ou sans stenting versus chirurgie, donc pas de différence. Le taux d'événement d'infarctus post-procédural est autour de 1% et il n'y a pas de différence significative en fonction du type de geste, endartérectomie ou angioplastie carotidienne. Par contre, et c'était le dernier message que je voulais faire passer, vous voyez que si on a une fibrillation atriale compliquant un STEMI chez un patient traité par angioplastie, donc là j'ai pris Horizon, mais j'aurais pu prendre d'autres études, vous voyez qu'il y a vraiment une nette augmentation du risque d'événement. Et là, vous voyez, l'AFA va pousser vers le haut les événements à la fois ischémiques et hémorragiques de façon très significative. Donc, on pourrait dire que dans l'intitulé du topo qu'a choisi Gilles, il a vraiment choisi une espèce de bombe redoutable. Alors, je termine sur 2 tableaux de recommandations pour pas que vous partiez avec des idées trop confuses. J'ai conscience d'avoir un peu joué ici avec des concepts. Donc là, j'ai pris cet algorithme qu'on pourra peut-être discuter avec vous. Donc, syndrome coronaire aigu sans antécédent d'AVC. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi cet algorithme, c'est parce que j'avais fait une revue de la littérature du risque ischémique et hémorragique cérébral avec les études qui ont testé les antiagrégants plaquettaires au décours d'un SCA. Et il y avait une notion qui n'a pas été confirmée dans toutes les études avec tous les produits, qui avait un surrisque chez les patients qui avaient un antécédent d'AVC. Et donc, c'est le sens du papier de Grégory et de Gabriel. Donc, pas d'AVC, l'antiagrégant inhibiteur P2Y12 que vous voulez en première ligne. Par contre, quand il y avait un antécédent d'AVC, on différenciait l'AIT de l'AVC. Attention, ce ne sont pas des recommandations, c'est en accord avec des recommandations. Donc, antécédent d'AIT, ticagrelor, et on abandonne le prasugrel à cause de ce risque d'hémorragie cérébrale en particulier. Antécédent d'AVC, ça dépend de son ancienneté. Donc, vous voyez que la Gabrielle avait pris 1 an ce qui est quand même assez libéral, parce que la vraie question, c'est quand même dans les premières heures ou dans les premiers jours, même si on l'a tous compris, que tous ces patients auront une coro avec une angioplastie primaire dès l'instant où c'est un STEMI. Donc là, vous voyez, clopidogrel pour les infarctus récents et ticagrelor au-delà de 1 an. Et enfin, j'ai terminé. Thrombus VG, est-ce qu'il y a des recommandations? J'étais un peu gêné par le caractère disparate, donc je vous ai mis les recommandations euro-américaines. Donc vous voyez, pour la prévention de la thrombose VG, vous voyez, c'est vraiment un niveau de recommandation, un niveau de preuve assez médiocre sur cette anticoagulation par AVK. Il n'y a pas de données avec les AOD.
avec donc une durée de 3 mois. Donc ça, c'est pour la prévention en cas de dysfonction VG chez un patient qui a une FEG à moins de 40% avec une asynergie segmentaire. Et enfin, pour le traitement, on voit le thrombus. Donc là, vous voyez les 3 recommandations, les 2 américaines et les européennes. C'est une durée variable de 3 à 6 mois. Et bien sûr, pour les neurologues, bien sûr, dès l'instant où il y a un événement cérébrovasculaire contemporain d'une thrombose VG, bien sûr, le niveau de recommandation et de preuve du traitement anticoagulant devient formel. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez retenir de mon topo, mais vous voyez que c'était un peu plus compliqué que simplement les 3 termes mis bout à bout. Je vous remercie infiniment. Merci Ariel. Est-ce que vous avez des questions pour Ariel Cohen ? Alors Ariel, quand on est dans la situation qui est la nôtre, c'est un peu vu du côté de nos problèmes à nous, avec un syndrome coronaire aigu, qui est sous aspirine et ticagrelor, et qui nous fait l'AVC, on est quand même drôlement ennuyé. Ouais. Parce que c'est quand même nos recommandations. Est-ce que, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais on fait des transferts rapides vers l'IRM, la thrombolyse, vous allez nous dire que c'est pas possible, le malade va revenir, on va commencer à dégrader le ticagrelor, voire arrêter, puis il va nous refaire la récidive ischémique coronaire. Enfin, on rentre dans un truc qui est... Et c'est pareil au KT, quand on a un accident vasculaire cérébral au KT sur une angioplastie, c'est le même souci. Alors, il faut faire quoi ? Je ne sais pas répondre à ta question, Gilles, et je vais te raconter une anecdote, puis après je vais essayer de répondre à ta question. Avant-hier, lors d'une échographie de contraste, Gilles, on a provoqué un AIT. Je pense que tu t'en souviens, Marion, c'est un de vos patients qu'on a exploré. Alors, c'est rarissime, hein, comme... c'est des bulles. Alors, c'est juste pour te faire sourire. Alors maintenant, pour ta complication, Père Catellon, c'était pour te dire que même nous, on avait des complications un peu étranges. Hein. Bon, il a récupéré quasi instantanément avec une IRM qui n'a pas été modifiée. Mais enfin, alors écoute, moi j'aurais tendance à répondre comme un cardiologue et non pas comme un neurovasculaire, donc je pense que mes collègues vont répondre beaucoup mieux que moi. Est-ce que ce n'est pas une indication de la thrombectomie chez ces patients si le type d'AVC, si la localisation de la thrombose se prête à ce geste, parce que la thrombolyse, personnellement, me paraît illusoire. Voilà ce que je vois, moi, comme possibilité, si c'est possible techniquement. Après, au-delà, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que vous êtes des assez bons fournisseurs pour la thrombectomie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Maintenant qu'on n'en fait plus, nous, parce que ça ne marche pas, on est obligé de vous les envoyer. J'ai pas osé vous dire que nous, on l'avait arrêté, oui. Mais comme vous avez tout fait 15 ans après nous... Non, je pense que vraiment, s'il y a une... Oui, ça c'est vrai. C'est absolument vrai, ça. Mais non, s'il y a une occlusion d'une grosse artère, il faut vraiment faire une thrombectomie. D'autant que ça marche quand même pas mal du tout chez nous. Peut-être on fera mieux après. Mais parce que quand même, ton problème après d'arrêter les antiagrégants, la double antiagrégation plaquettaire, elle est d'autant plus importante que l'infarctus cérébral est grand. Donc si on a un petit infarctus cérébral sans occlusion artérielle, dans ce cas-là, on ne fait rien et on attend. Et visible. Et si on a une thrombectomie rapide et que l'infarctus n'est pas grand, vous pouvez garder, à mon avis... Vous allez nous autoriser ça ? Un petit coup de pénombra et hop, on garde le ticagrelor ? Moi, je vous autoriserai, peut-être pas mes collègues, mais moi, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Ariel Cohen ? Et la FA en phase aiguë d'infarctus cause d'AVC ? Parce qu'on en voit pas mal des FA en phase aiguë, mais on n'a pas l'impression que ce soit plus pourvoyeur d'AVC qu'autre chose. Tu sais, la notion maintenant qui est bien établie pour établir un lien d'imputabilité entre une FA et un risque thromboembolique, c'est la charge, le fameux burden. Clairement, tu vois, la FA aiguë, aussi bien en milieu de réanimation, en post-opératoire de chirurgie cardiaque, après angioplastie ou autre, ce sont des phénomènes suraigus, un peu comme après tes pauses de fermeture de FOP, de dispositifs. Donc je pense que, comme toujours, c'est l'accumulation de ces épisodes de FA qui expose le patient au risque. Et donc, non, je ne crois pas que ce soit une grande cause d'AVC à la phase aiguë d'un syndrome coronaire aigu.
ça reste que tu as vu des taux qui sont entre 1 et 2%, ce qui est assez faible. Hein. Ouais. Et vous avez vu que je n'ai même pas donné de taux de prévalence de la thrombose VG, car la littérature va de 5 à 25% maintenant, avec des données en IRM jusqu'à 30%. Et donc, bien qu'il y ait de la thrombose VG dans cette proportion élevée de cas, il y a assez peu d'AVC, probablement parce que les thrombotiques en général, mais les antiagrégants en particulier, sont efficaces. Il n'y a pas d'études qui permettent de l'établir de façon formelle, mais c'est une prévention également de la thrombose VG, ou en tout cas de la complication AVC de la thrombose VG. Donc ces médicaments ont quand même révolutionné le pronostic en l'améliorant de façon très significative. Et donc les FA ultra courtes ne sont pas très inquiétantes. Je vais te faire une confidence, une dernière pour ce soir. On est en train de relire les données de Vincent Labbé à Tenon sur les FA de réanimation médicale qui ont été explorés, ETT, ETO, avec un suivi. Et notre idée, tu vois, c'était vraiment de regarder est-ce qu'il y a un lien entre ces, entre guillemets, ces FA précipités et le risque d'événements ischémiques. 0 événement ischémique, 25% d'hémorragie grave. 25%. Et donc, tu vois, ça nous fait vraiment réfléchir avant d'aller nous précipiter pour traiter ces patients de façon spécifique par un traitement anticoagulant. Il faut vraiment avoir en tête, tu vois, dans ces contextes réanimatoires, le risque hémorragique. Voilà le message que j'aimerais faire passer. Oui, mais c'était de l'héparine ou des HVPM qui leur donnaient. Un peu tout. Ouais, c'est le genre de... Et rien, souvent. On va sortir les données bientôt. Et parfois rien, mais tu vois, c'est un peu comme souvent en milieu de réanimation médicale, tu vois, c'est pas des procédures stéréotypées, et c'est on va dire des prises en compte d'habitudes locales qui ne sont pas vraiment basées ou fondées sur quelque chose. Tu vois, en gros, on regarde en même temps la FEVG, dans ce contexte septique, ce qui est compliqué, la taille de l'oreillette, c'est un peu compliqué chez ces patients hypertendus, âgés, etc., etc., tu vois. Donc c'est ça ce qui rend les interprétations complexes, mais on retient comme cette notion que dans ces FA précipités, attention à ce risque hémorragique avant de les traiter. Et ça concerne toutes les FA précipitées finalement, embolie pulmonaire aussi, tu vois. Très bien. Bah écoute Ariel, merci beaucoup. Merci à vous.